Et toutes les photos qui sortent de Gaza aujourd'hui, qui sont distribuées par des journalistes, souvent d'agences de presse, malheureusement, je ne veux pas citer leurs noms pour ne pas créer ici de problématiques, mais j'ai les noms. Si eux, ils publient des choses, c'est pas des mensonges, mais si les gens qui sont en train de faire leur métier de journalisme dans Gaza publient des choses, ça, c'est la complicité avec le Hamas. Comme par hasard, maintenant, on vient de constater que le jeune homme de 28 ans, c'est même pas genre un accident, non. Ils ont fait exprès de l'éliminer. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live. Et nous allons commencer, bien évidemment. On ne va pas oublier de vous dire que voilà, pour les lives, c'est Hertz commente live. Pour les petits clips, c'est Hertz commente clip. Sans plus tarder, c'est parti. Maintenant que nous avons fini avec ça, je voudrais que l'on parle une énième fois encore de ce qui se passe au Moyen-Orient et de ce que l'on apprend ici. Ils étaient donc les visages d'Al Jazeera à Gaza. 5 journalistes de la chaîne d'information qatari sont morts dans une frappe israélienne sur la bande de Gaza. Parmi eux, un visage bien connu de l'antenne de la chaîne qatari, Anas al-Sharif. Le jeune homme de 28 ans a été ciblé car il était un terroriste à la tête d'une cellule du Hamas, affirme l'armée israélienne. Cette dernière n'a pourtant pas fourni de preuves irréfutables à ces affirmations. La correspondance de France 24 à Jérusalem, signée Claire Duhamel. Anas al-Sharif, vous l'évoquiez, était un journaliste qui se savait menacé. Au-delà de ça, même qui savait avoir une cible dans le dos. Il avait 28 ans. C'était l'une des voix les plus connues en arabe de la guerre à Gaza, puisqu'il était correspondant de la chaîne d'Al Jazeera dans le nord de Gaza. Lorsque la population civile avait fui vers le sud en grande majorité au début de la guerre, eh bien, Anas al-Sharif n'était jamais parti. Il était l'un des rares journalistes sur le terrain dans les endroits les plus exposés aux pires heures de la guerre. Le 23 juin, il demandait protection sur Twitter aux médias étrangers ainsi que à des organismes des droits de l'homme face à ce qu'il appelait une campagne de diffamation menée par l'armée israélienne et notamment par son porte-parole en arabe Avirai Adre. Anas al-Sharif a donc été tué en plus de 4 de ses collègues, Mohamed Koureika, Ibrahim Zaher, Mohamed Noufal et Mohamed Aliwa, dans une frappe qu'a reconnue l'armée israélienne qui disait bien cibler le journaliste Anas al-Sharif, une frappe qui a touché une tente de l'hôpital Al-Shifa qui servait de bureau pour ces journalistes. L'armée israélienne a répété, publiant des documents, que Anas al-Sharif n'était pas réellement un journaliste mais un terroriste qui opérait sous la couverture de journalistes. Je cite, l'armée israélienne il y a plusieurs mois avait déjà publié des documents sur lesquels le nom de Anas al-Sharif figurait. L'armée israélienne dit que cela prouve son appartenance au Hamas, que notamment Anas al-Sharif faisait partie d'un bataillon qui préparait des roquettes. En tout, ce sont 10 journalistes d'Al Jazeera qui ont été tués depuis le début de cette guerre, 200 journalistes palestiniens environ en tout, tandis qu'on le rappelle, Gaza est toujours rendu totalement inaccessible aux journalistes étrangers par l'armée israélienne. Claire, dans le même temps, il y a... Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire d'autre de ce que ces gens-là font et que les Occidentaux ferment les yeux. Quand on met juste des journalistes en arrestation en Afrique, il faut voir le tollé que ces gens-là font. Comment ils parlent de la liberté de la presse et du danger, du machin, du nini, du nana. Ici, un journaliste qui a toujours fait son métier, dont on voit à chaque fois il est là en public, en train de faire son métier, et du jour au lendemain, il est devenu un terreau. Et on trouve normal de mettre fin à sa vie. Et c'est aussi, il s'en cache même pas. Mais j'ai noté quelque chose ici. Écoutez ici. Ce sont des journalistes perfides qui se... Alors, il y a la justification par le fait de dire que ce sont des journalistes perfides qui seraient en réalité des terroristes sous couverture. Ce n'est pas la première fois que cette justification est apportée. Ce que dit par exemple le Comité pour la protection des journalistes basé à New York et que dans le cas de Ismail Al-Ghoul, ou aujourd'hui que ce ne sont en réalité pas des preuves suffisantes pour dire qu'on parlerait de terroristes. Alors on voit en ce moment sur Twitter par exemple des comptes pro-israéliens qui ressortent des captures d'écran de Sharif en expliquant que sur Telegram il aurait par exemple loué la tête du 7 octobre. Donc à voir si ces informations sont confirmées, mais elles n'ont pas été sorties dans les mois précédents, pourquoi est-ce qu'elles sortent maintenant? D'ailleurs, on peut poser la question. Et la deuxième chose, c'est que il y a deux... Très bonne question. Vous pensez vraiment que si ils avaient
ces informations-là, ces gens-là auraient hésité à les faire sortir, ou ils sont partis les fabriquer pour maintenant essayer de faire changer la réalité ou de faire croire que c'est justifié ce qu'ils ont fait. Manière pour Netanyahou d'en sortir, c'est ce qui avait été fait en 2022. C'était une journaliste américano-palestinienne, Shireen Abu Akleh, qui avait été tuée, je crois, une balle pour la tête. Là, on parle même pas d'une frappe de drone, hein. On parle vraiment de quelque chose de ciblé. Et à chaque fois, il y avait l'idée de dire, oui, il y a de l'ambiguïté, ces journalistes sont des militants. Et puis après tout, si on parle d'Al Jazeera, Al Jazeera est financé par qui? Le Qatar. Le Qatar finance les frères musulmans dans le Hamas. Il y a beaucoup de manières d'en sortir. À chaque fois, en disant, c'est pas des journalistes, mais des terroristes. Voilà. Donc, ce n'est pas un truc anodin. Et quand je vous parlais de ces gens-là, souvenez-vous de l'autre avocat du dimanche, là, comment il s'appelle? Celui qui passe sur CNews. Comment il s'appelle déjà? Golnadel, qui disait qu'il n'y a pas plus sacré pour un membre de sa communauté que la vie humaine. Voilà qu'est-ce qu'ils font de la vie humaine des autres. Et à ça, j'avais dit, il a oublié de préciser, il n'y a pas plus sacré pour un membre de sa communauté que la vie d'un membre de sa communauté. C'est la dernière chose là qu'ils oublient. Maintenant là, qu'ils ont fait ça, j'espère que ces journalistes qui ont peur à chaque fois de faire leur métier, de dire la vérité, prendront conscience de qu'est-ce qu'ils couvrent. Et surtout prendront conscience de pourquoi eux, on ne peut plus vraiment les considérer comme des journalistes. Ils ne courent aucun risque, et même en ne courant aucun risque sur le terrain, ils ne prennent aucun risque de dire la vérité à partir de leur plateau télé. Et ce danger, il était déjà en train de courir parce que souvenez-vous de cette séquence-ci. Il y a 90 000 femmes et des enfants qui ont besoin d'un traitement d'urgence. Où est la nourriture? Qui la bloque? Qui la bloque? L'ONU la distribue pas. Le Hamas empêche qu'elle soit distribuée. Avant-hier, dans le point de distribution de nourriture de Rafia, le Hamas a tiré un missile à 250 mètres du point de distribution pour créer un chaos. Il y a, messieurs, mesdames, une situation de propagande voulue par le Hamas pour créer un chaos humanitaire et pour accuser Israël. Il serait temps de dire ça suffit. Parce que cette propagande déversée en Europe en particulier, n'est-ce pas, elle abreuve des sentiments anti-israéliens, mais également un antisémitisme de la pire espèce, qui repose sur n'est-ce pas, des poncifs et sur des structures extrêmement sophistiquées. Israël... Des structures extrêmement sophistiquées, évidemment. On voit la sophistication derrière, là, à côté. Ne veut pas et ne fera pas en aucun cas quelque chose pour qu'il y ait une famine à Gaza. Il n'y a pas de famine à Gaza. Par contre, il y a une volonté du Hamas qu'il y ait un chaos humanitaire à Gaza. Ça, il faut le dire clair et net. Et toutes les photos qui sortent de Gaza aujourd'hui, qui sont distribuées par des journalistes, souvent d'agences de presse, malheureusement, je ne veux pas citer leurs noms pour ne pas créer ici de problématiques, mais j'ai les noms. Des agences de presse qui travaillent avec le Hamas. Thierry, merci. Des journalistes. Non, mais c'est important. Merci, ça suffit pas. Parce qu'à un moment donné, il faut dire, ça suffit. Accuser Israël tous les jours. Publier des photos mensongères tous les jours. Lancer un doigt accusateur vers Israël au lieu d'accuser le responsable, le Hamas. C'est le Hamas qui est responsable, ses alliés et ses suppôts qui sont malheureusement pas tous seulement dans la bande de Gaza. Voilà. Si eux, ils publient des choses, c'est pas des mensonges, mais si les gens qui sont en train de faire leur métier de journalisme dans Gaza publient des choses, ça, c'est la complicité avec le Hamas, ça, c'est du mensonge, et j'ai les noms. Et, comme par hasard, maintenant, on vient de constater que le jeune homme de 28 ans, c'est même pas genre un accident, non, ils ont fait exprès de l'éliminer. Merci Olivier Rafovitch. Un mot, Thierry Arnaud, sur ce que vient de dire à l'instant le porte-parole de l'armée israélienne. Oui, écoutez, il y a plein de façons de répondre, mais je vais vous redonner... Non, on va même pas s'attarder sur ça. Moi, je voulais juste parler de ça parce que, franchement, je ne sais pas comment exprimer mon mécontentement, ma désillusion,
je ne sais même plus comment ça s'appelle. Parce que quand je vois à chaque fois comment ces gens-là ont pleuré à chaque fois qu'en Afrique on faisait quelque chose, souvenez-vous du Burkina Faso, soi-disant, qui prenaient des journalistes et qui les envoyaient au front pour qu'ils aillent voir comment ça se passait la guerre, comment ça faisait un tollé. Mais là, ce sont les gens qui font la même profession qu'eux. Et vous voyez pourquoi eux-mêmes, je suis sûr qu'ils disent qu'on ne peut pas rentrer à Gaza, mais je suis sûr qu'ils n'ont pas envie d'aller à Gaza. En aucun cas, ils n'ont envie d'aller à Gaza. Parce qu'ils savent que à eux aussi, il peut leur arriver la même chose et leurs gouvernements ne diront rien. Il y a eu une intensification des bombardements de l'armée de l'État hébreu sur Gaza-Ville, c'était cette nuit, début du plan peut-être de conquête de la ville voulu par Benyamin Netanyahou. Oui, alors est-ce les débuts ou non de ce plan? Pour l'instant, difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que l'anxiété pour les Palestiniens de Gaza City est immense. Ils sont quelques 800 000 environ qui, pour la plupart, survivent entre les ruines de ce qui reste de leur maison dans des conditions humanitaires absolument épouvantables. Et les Israéliens ont dit clairement que l'objectif de cette conquête de Gaza City, eh bien, c'est de reprendre la main sur ce qui est encore, selon les Israéliens, un bastion du Hamas. C'est quelques 800 000. Là, regardez ce que je vous ai mis la dernière fois de Netanyahou qui déclarait que, soi-disant, le Hamas avait piégé toutes les maisons et dès que tu tirais un truc, toutes les maisons tombaient. So the reason you see the flattened buildings is because Hamas booby traps every single building. So when we come in, we first have the population moved, even though Hamas tries to keep them in the combat zones. But after they move, and we start to move into the neighborhoods that are now populated only by terrorists, they ignite these booby traps. So what we do is we put in an APC, an armored personnel carrier, with a lot of explosives, detonate it. It sets off all the booby traps, and the buildings begin. Franchement, écoutez le mensonge. Là. En plus, il confirme ce qu'on a dit tout de suite. Hein. Les menteurs comme lui, là, ils auraient vu ça se passer. Déjà qu'ils se filment tout le temps quand ils font leurs conneries. Vous pensez qu'ils nous auraient pas fourni la preuve en image de ce qu'ils racontent là? Que les maisons étaient piégées, quand on a fait exploser, même pas on a fait exploser notre machin dans une maison, non, on l'a fait exploser dans la rue et les répercussions ont commencé partout. Incroyable. To collapse as a result of that. They're empty buildings. They're not populated buildings. Là, ils ont tiré sur cet immeuble. Pourquoi tout le reste à côté n'est pas tombé? Pourquoi tout le reste à côté n'est pas tombé? Donc, on est à un niveau de foutage de gueule. On est à un niveau juste de délégitimation de l'Occident et de tout ce qu'elle a prêché, qu'on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Et ils continuent à s'enfoncer. Leur hypocrisie, eux-mêmes qui importent des choses de la Russie, d'aller s'en prendre à l'Inde, alors que l'Inde leur a permis à eux justement de pouvoir contourner les sanctions pour que eux-mêmes puissent avoir du pétrole et avoir du gaz. Mais ils préfèrent faire payer l'Inde que se couper eux-mêmes de ce qu'ils ont besoin pour la Russie. Donc nous sommes en train d'assister à un tournant diplomatique mondial qui sera sans commune mesure et dont on ne reviendra jamais. Comme la diplomatie, c'est la réalité, c'est les intérêts de chacun, donc probablement que les gens continueront toujours à traiter avec l'Occident, mais plus personne ne considérera jamais l'Occident comme quelque chose de légitime pour parler pour l'intérêt du monde ou quoi que ce soit, pour être le gendarme du monde. Ça, c'est fini. 1000 personnes devront donc à terme être évacués vers le sud, c'est ce qu'ont dit les Israéliens. Hier, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a donné 2 conférences de presse. La première en anglais aux journalistes étrangers et où nous avons participé. La seconde en hébreu. Dans la conférence de presse en anglais, eh bien Benyamin Netanyahou nous a dit que le but, ce n'était
pas d'occuper Gaza, je cite, mais de libérer Gaza, fin de citation. Les Gazaouis disent par contre, évidemment, qu'ils ne souhaitent pas être libérés par les bombes, les balles ou le déplacement forcé. Mais ce que disent les Israéliens, donc désormais, c'est que le plan qui est condamné unanimement par la communauté internationale n'a pas pour but de finir sur l'occupation totale de la bande de Gaza. Ce que veut Benjamin Netanyahou, c'est une administration civile non israélienne qui prenne le pouvoir à Gaza, qui ne soit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne. Lorsqu'on interroge le Premier ministre sur cette question. Mais ils sont malades. Lui-même, il veut même pas perdre le pouvoir dans son pays, mais il vient dans le pays des autres pour dire qui va diriger son pays, qui est leur pays. Il ne donne pas réellement de précision concrète sur qui pourrait bien être cette force arabe. Et puis le Premier ministre a aussi nié les accusations de crimes de guerre à l'encontre de son gouvernement. Il dit qu'il est absurde de considérer qu'Israël mène une politique de famine ou de génocide, et ce bien même si Israël a pendant 8 semaines bloqué totalement l'entrée de l'aide humanitaire. On le disait, ce plan il est largement critiqué aussi bien en Israël qu'à l'international, et de nombreuses voix demandent au Premier ministre Benjamin Netanyahou de reculer. Mais oui, bien sûr. Mais oui. C'est juste incroyable. Ce qui se passe, ce que ces gens-là font, au vu et au su de tout le monde, et que tout le monde trouve ça normal. Moi, ça me dépasse. Et je voudrais juste qu'on finisse en écoutant les premiers 2 minutes de ce monsieur, parce qu'il dit des choses là qui juste contribuent à montrer la réalité de ce qui se passe. Benjamin Netanyahou a donc donné une conférence de presse hier, 2 plus précisément, l'une à destination des médias étrangers et puis l'autre de la presse israélienne, signe que l'indignation est tout de même générale, Antoine Mariotti. Oui, il s'adresse d'ailleurs très rarement aux médias israéliens, il s'adresse plutôt aux médias américains en général, Benjamin Netanyahou, quand il daigne parler à la presse. Donc c'est intéressant de noter que même sur le plan intérieur, il y a un besoin d'explication, de justification sur cette décision qui finalement ne plaît pas à grand monde. Et sur la scène israélienne, les premiers à être mécontents, ce sont, alors certes l'opposition, j'ai envie de dire c'est presque classique, mais qui a des revendications un peu importantes, notamment sur l'image de marque d'Israël plus que sur la stratégie, en train de dire qu'Israël est en train de s'enfoncer, de s'isoler diplomatiquement, ce qui va aussi avoir un coût économique terrible pour le pays d'un point de vue très pratique. C'est évidemment avant tout les familles d'otages qui disent mais nous on a encore nos proches qui sont sur place, nos enfants, nos frères. Voilà, ils ont affamé le pays, ils ont découvert que en affamant Gaza, mais leurs otages aussi étaient affamés. Et maintenant, ils vont s'attaquer au reste des bâtiments qui tiennent encore debout, en espérant que leurs otages, soudainement, alors que les autres peuvent être atteints par n'importe quelle bombe à n'importe quel moment, leurs otages à eux, par contre, seront vivants ou resteront vivants. Nos sœurs, nos parents, et en rentrant comme on veut le faire encore davantage dans la bande de Gaza. Pour ce qui reste de la bande de Gaza, je rappelle que 75% du bâti a été complètement détruit. Eh bien, on met en danger 75% du bâtiment détruit. 75% des bâtiments détruits. Donc, on aurait dit que la totalité de Gaza compte à peu près 2 millions de personnes. Le Hamas représentait à peine, même pas 10%, 5%, moins que ça, de combattants. Et pourtant, ils ont rasé 75% du bâti. Donc, on aurait dit qu'on avait mis dans chaque bâti une personne du Hamas qui justifie qu'on rase toute la ville comme ça. Ces otages-là au lieu d'avoir un accord et de faire en sorte que ça puisse évacuer tous ces otages-là définitivement pour pouvoir enfin mettre fin à ce calvaire pour tout le monde, pour les otages comme pour les Gazaouis. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que les seuls otages ont pu être libérés. 99% d'entre eux l'ont été par la diplomatie, c'est ce que disent d'ailleurs et rappellent les familles d'otages qui sont extrêmement inquiètes évidemment. Et puis il y a une pression un peu de tous azimuts. Vous venez d'évoquer les journalistes d'Al Jazeera tués sont loin d'être les premiers. Selon le Committee to Protect Journalists, donc une organisation parallèle à celle de Reporters sans frontières, il y a 179 journalistes qui ont été tués depuis le 7 octobre 2003. Là, Israël a beau nous dire que c'était un commandant, alors c'est même pas un sympathisant du Hamas, selon eux, c'est carrément un commandant d'une brigade qui lance toutes les roquettes, alors que c'est un des journalistes stars d'Al Jazeera et que sa voix était très problématique. Ce n'est pas le premier journaliste d'Al Jazeera d'ailleurs
tués. Et on se rappelle il y a quelques temps de Shirin Abu Akleh en Cisjordanie. Mais ça crée aussi une indignation générale d'organisations comme RSF ou autres, mais aussi de nombreux pays qui se sont indignés. Il y a aussi, rappelez-vous, on avait parlé de cette flottille avec Greta Thunberg, Rima Hassan, etc. Eh bien, il y a d'autres flottilles qui sont en train de se préparer avec cette fois-ci, non pas un petit voilier, mais plusieurs dizaines de bateaux qui sont censés partir de plusieurs ports méditerranéens avec de l'aide humanitaire pour tenter de briser ce blocus israélien pour aller vers la bande de Gaza. On sait très bien qu'ils ne vont pas aller à bon port, qu'ils vont être interceptés par l'armée, mais c'est encore une pression, si vous voulez, qui s'accentue. On n'oublie pas les artistes. U2 et Bono sont les derniers en date à avoir eu des mots très forts, alors qu'ils se sont toujours gardés justement de s'impliquer dans ce conflit israélo-palestinien. Sans oublier la diplomatie, vous avez de nouveaux pays importants, notamment l'Australie, qui viennent de dire qu'ils allaient reconnaître l'État palestinien et qui condamnent de plus en plus fermement les actions du gouvernement et de l'armée israélienne. Et d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande ont dit écoutez, nous c'est pas une question de est-ce qu'on va le faire, c'est quand est-ce qu'on va le faire. Donc il y a vraiment une indignation de plus en plus générale qui cerne Benyamin Netanyahou. Ça c'est pour... Et j'espère que les gens n'oublieront jamais. J'espère que nous tous, nous garderons en mémoire tout ce qui s'est passé, nous garderons des archives de ça, parce que qu'on ne s'honore pas. Eux, ils se sont considérés un peuple d'exception, parce qu'ils ont gardé en mémoire toute leur histoire et ils ont narré leur histoire pour faire rentrer dans la tête de leurs enfants que soi-disant, ils étaient exceptionnels et qu'ils ne devaient pas hésiter à sacrifier les autres. Toutes ces choses-là, il ne faut pas oublier de l'enseigner à nos enfants, qu'ils comprennent bien à qui ils ont affaire. Il ne faut pas qu'on se dise, ouais, c'était une histoire, elle s'est passée, c'était que 2 ans, non. Ce qu'a montré cette histoire, ça a montré la mentalité de ces gens-là, de comment ils élèvent leurs enfants, de qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter pour leur petit nombre et pour leur petit confort. Ils sont prêts à sacrifier des vies humaines, aussi bien les leurs, parce qu'on rappelle que le jour où tout ça a commencé, le 7 octobre, ils ont utilisé la technique ou alors la théorie de défense cannibale et ils ont sacrifié leur propre pays parce qu'ils ne voulaient pas que ces gens-là finissent en otage. Et après, sous prétexte d'aller chercher des otages, ils ont tout détruit. Et jusqu'à maintenant, on vous dit que la plupart des otages ont été libérés par négociation. Ils continuent à vouloir faire croire aux gens que par ce qu'ils font, ils libèrent les otages. Alors, on ne vous dit même pas les gens de la presse qui ont été massacrés, les gens des organisations qui ont été massacrés, les enfants qui ont reçu des balles dans la tête et des balles dans la poitrine pour s'assurer qu'ils ne se relèveront pas. Donc, il ne faut pas oublier tout ça. Peace out.